Ok, c'est parti. Salut Pedro, bienvenue dans Ça roule, l'émission qui pédale dans la semoule. On pédale fortement dans la semoule. On a perdu notre chroniqueur préféré, Nico, notre commentateur, notre pronostiqueur préféré. Mais on se retrouve quand même avec toi, Pierrot, le TER de Clermont-Ferrand. Tu pars pas toujours à l'heure. Pierrot, on va passer 45 minutes pour débriefer l'intégralité du tour. J'aimerais te poser une première question. Comment allez-vous? Ça va. Je note quand même que c'est la deuxième absence de mon acolyte préféré. Je commence à me poser des questions sur sa fiabilité. Bon, peut-être un coureur d'un jour, mais peut-être pas un coureur sur plusieurs semaines. Peut-être moins Non, les résistant. troisième semaine, il a beaucoup de mal, mais je suis pas surpris. On l'avait pris surtout comme porteur d'eau. Et pour répondre à ta question, bah, je suis malin, mais moi hier j'ai pris une grosse branlée sur une course de vélo. Mais Ouais. sinon, je suis en vacances, donc voilà, on va se reposer et travailler dur sur le vélo et ça va être de mieux en mieux. Ouais, je note que tu prends tes vacances après le tour. Peut-être une petite erreur, hein, encore une fois, de stratégie. Ouais, il y a tactiquement, il y a peut-être encore quelques réglages à faire, effectivement. Bon, écoute, je vais te dévoiler le sommaire de cette émission. On va passer à 10 minutes pour nous développer ce que tu retiens du tour. Je vais aussi donner mon avis, vu qu'il y a pas Nico, donc je vais essayer d'avoir un avis, hein, ça va pas être facile. Ensuite, on va faire un très rapide top étape où tu vas me donner les top 3 de tes étapes que tu as préférées sur ce tour. Ok. Et ensuite, il y aura nos deux débats. Qui peut stopper ou arrêter le Danois volant Vingegaard? Et la deuxième question, c'est quelles sont les révélations de ce Tour de France? Bien sûr, tout ça est subjectif puisqu'on pédale dans la semoule. Beau programme en perspective. Beau programme en perspective. Bah écoute, je te propose tout de suite de commencer avec la petite intro. Qu'est-ce que tu retiens du tour? Je te mets une petite musique pour le plaisir. Voilà, ce petit jingle très rapide. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 semaines de tour? J'ai même envie de te poser un peu la question. Là, t'es le 30 juin, tu es chez toi. On te montre le top 10, le classement, les vainqueurs d'étape. Qu'est-ce que tu te dis? Zéro surprise pour les deux premiers. Enfin, peut-être qu'après on peut discuter de l'ordre, mais en tout cas, les deux favoris ont été au rendez-vous. Et par contre, pour le reste, des surprises, mais j'étais incapable de pronostiquer un top 10 avant le tour, donc ça m'aurait confirmé dans mon idée que certaines absences sont notables, mais parfois il y a des abandons, hein, tout simplement. Et d'autres présences peuvent aussi étonner. Donc voilà, ça a aussi livré Tu, pe- quelques surprises. tu penses à qui? En non présent, je pense à Mass et à Bardet, qui sont quand même des valeurs sûres aujourd'hui sur des courses de 3 semaines. Alors après, est-ce qu'un Mass, par exemple, je le voyais plutôt troisième ou quatrième, et un Bardet plus proche de la fin du top 10, ben, ils n'y sont pas. Et inversement, on retrouve deux personnes avec le même patrimoine génétique et qui généralement ont quelques soucis sur 3 semaines et qui là font troisième et quatrième. J'ai nommé les frères Yates, donc ça pour moi c'est une grosse surprise. Ouais. Alors autant sur un jour, je pense notamment à Adam, il est capable d'être le meilleur coureur du monde. Autant sur 3 semaines, bah, jusqu'à présent, il nous avait habitués à quelques irrégularités. Donc oui, dans ce sens-là, c'est une surprise pour moi. Mais ça n'est peut-être pas pour d'autres. Quel est ton avis sur le sujet? Bah effectivement, si je découvre le classement comme ça, si tu me le donnes juste avant le tour et tu me dis ça, ça sera le classement final. Les frères Yates, c'est toujours très délicat de les pronostiquer. C'est toujours très délicat de les enlever en disant qu'ils vont pas faire partie du classement général, mais c'est toujours très délicat de les, Oui, les pronostiquer parce que quand tu regardes leur carrière, j'ai re-regardé les classements généraux qu'ils ont pu faire sur les différents tours, c'est extrêmement irrégulier. Il y a du très bon comme du très mauvais. Simon Yates, bon, il a quand même gagné une Volta, il a failli gagner un Giro en 2018, il a failli faire le doublé, donc on sait qu'il a quand même des capacités qui sont extrêmement importantes. Puis il baladait tout le monde sur le Giro en 2018 jusqu'à ce ah, qu'il craque à la fin. c'était marrant même à regarder. Ouais.
c'est assez incroyable. On pensait qu'il était sur le point d'écraser le Giro. Puis voilà, tu peux avoir des absences de 6 mois avec des résultats en dents de scie. Et puis là, il revient au top niveau. Adam Yates avait fait quand même un bon Crétin du Dauphiné derrière Vingegaard. Donc moi, je t'aurais dit oui, ils auraient pu faire top 10. Je t'aurais même peut-être dit il y en a un qui serait pas dans le top 10 parce qu'il aurait craqué. D'ailleurs, Simon, quand tu regardes un peu le tour, il y a un moment un petit peu plus dur sur la fin de deuxième semaine. Il commence à perdre du temps dans les étapes, mais finalement, il se rattrape bien en fin de troisième semaine. Et donc, ouais, ça aurait été les premières surprises. Après, effectivement, l'ordre des deux premiers, pas de surprise. L'écart, surprenant tout de même. Moi, si tu me donnes l'écart comme ça, je t'aurais dit Pogacar n'a pas été rétabli de son problème au poignet. Si ensuite tu vois le détail de ce qui s'est passé sur le tour, tu comprends que c'est un peu différent. Et ensuite, après, je pense qu'il y avait une masse effectivement de favoris très difficile à classer. Ça va des frères Yates, Godu, Mas, tous ceux qu'on peut retrouver dans le top 10, qui sont de niveau quand même assez proches. Effectivement, les surprises, c'est quand même Félix Gall, qui a fait un très bon début de saison, mais qui confirme, qui se révèle et qui confirme son début de saison. Et un peu pareil pour Rodriguez, qui confirme sa Vuelta. Mais j'aurais difficilement réussi à les mettre dans un top 10. J'aurais eu du mal à les trouver. Et effectivement, les Carapaz et Mas qui sont pas là, malheureusement sur abandon. Ça aurait été intéressant de les voir d'ailleurs sur ce tour. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est la course. Il faut pas tomber. Et ce que je retiens, moi, je poursuis autre que le classement des top 10. Je retiens Godu, qui est quand même pas au niveau. Comment utiliser le bon mot, le niveau qu'ils avaient estimé. Voilà, il visait quand même un podium, il s'en était pas caché. Donc il est pas au niveau. Après, est-ce que ça me surprend qu'il soit 9e? Je dirais légèrement. J'aurais pensé avant ce tour-là qu'il serait pas sur le podium, mais je le mettais quand même entre top 5 top 10, plus près du top 5. Donc être 9e avec autant d'écart, un petit peu légèrement en deçà de ce que j'aurais pu imaginer. Mais après le podium, effectivement, j'imaginais que ça allait être quand même très très compliqué avec la start list qu'il y avait. Et je retiens de ce tour des étapes quand même très très belles à suivre, des belles étapes, un scénario sublime sur les deux premières semaines. Sans parler des performances, on va pas rentrer dans les performances tout de suite, mais rien que sur le scénario extrêmement serré entre Pogacar et Vingegaard, donc super haletant à suivre. Bon, tout de suite, ils se détachent par rapport aux autres. Et des étapes qui se courent à 100 à l'heure, sauf 2 étapes dans la première semaine, l'arrivée à Bordeaux et une autre arrivée que j'ai oubliée, où là, il ne s'est rien passé, mais le reste du temps, ça s'est couru extrêmement rapidement, avec beaucoup d'attaques. C'était super sympa à suivre. J'ai adoré. On est obligé quand même de parler de l'étape du passage de Pinot dans son virage. C'était quand même beau. C'était quand même magnifique à suivre. C'est quand même beau que le vélo arrive à générer ce genre de moment. Et j'ai adoré aussi la victoire d'Asgreen qui vient coiffer le peloton, qui vient battre le peloton. Franchement, celle-là, je m'étais mis devant l'étape sans trop y croire. Et finalement, l'étape m'a happé. Et j'ai adoré cette victoire. Même hier sur les champs, Pogacar qui continue à attaquer. Enfin bref, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et pour terminer, parce que je suis long, j'aurais pas cru que ni Van Aert ni Van Der Poel ne gagnent sur ce tour. J'aurais quand même misé sur une victoire. Même si le parcours était moins propice à une victoire de Van Der Poel tout de même. Mais voilà, si tu m'avais dit avant le tour, ni Van Der Poel ni Van Aert ne vont gagner l'étape, je t'aurais pas cru.
Ouais, c'est vrai que tu m'as lancé sur le top 10, je comptais pas forcément en parler. Mais moi, ce que je retiens par rapport à ce que tu dis, je vais pas revenir sur la composition, c'est qu'il y a quand même des écarts de niveau qui sont importants. Et ça fait aussi le lien avec ce que tu dis sur Van Der Poel et Van Aert. Qu'un mec comme Van Der Poel, alors je vais dire n'a pas existé, non, c'est pas vrai. Enfin, il s'est quand même retrouvé en échappée, il a été un poisson pilote extraordinaire. Mais en tout cas, par rapport à son début de saison et sa capacité à perfer et à gagner, clairement, sur ce Tour de France, il n'a pas trouvé sa place. Donc ça, pour moi, c'est quand même une illustration. Alors, peut-être qu'il n'est pas à 100%, mais aussi qu'il y a un niveau de dingue et que ça va vraiment très, 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 très vite. Et ce qui me conforte aussi dans cette intuition, hein, que j'ai eu dès la première semaine, on parlait de Godu, et moi je vous disais, mais pauvre Godu, je pense qu'en fait, il est, en termes de watts max sur des efforts au seuil, il est juste à son meilleur niveau. C'est juste que les autres sont encore plus forts. Pareil, Mohoric, j'ai trouvé assez poignant, en tout cas intéressant l'interview de Mohoric après sa victoire à Poligny, où en gros il a expliqué que, enfin, on parle de Mohoric quand même, champion du monde junior, espoir, vainqueur Milan-San Remo, enfin Mhm. c'est pas un passe cycliste quoi, et qui expliquait que clairement pendant 2 semaines, déjà il était content de tenir les roues, il se demandait un peu ce qu'il foutait là quoi. Donc pour moi c'est quand même révélateur d'une densité, d'un niveau qui est vraiment très élevé. Ouais, c'est le Tour de France, c'est la course la plus certainement la course la plus dure, la plus relevée, et c'en est qu'une confirmation. Donc ouais, je souhaitais aussi insister sur ce point. Et si j'avais 2 autres points aussi pour essayer d'être pas trop long, comme toi, j'ai trouvé le Tour super à regarder. C'est un chouette spectacle. Alors oui, on pourrait faire un sujet à part entière sur les performances réalisées par certains, mais je vais volontairement rester schizophrène et m'arrêter au spectacle qu'on nous a donné, sans s'interroger sur les fondements de ces performances. Et clairement, j'ai pris mon pied. Je pense que le parcours y est en partie pour quelque chose. Je l'avais aussi souligné, moi je trouve que le parcours est génial, et encore une fois je ne dis pas ça parce que beaucoup d'étapes avaient lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on avait un parcours propice en tout cas à des grandes manœuvres. Et au-delà des étapes de montagne, je trouve quand même qu'on a eu des étapes des vallonnées super intéressantes. Je pense à l'étape qui arrive à Issoire où pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, c'était un peu tempête. Godu était en perdition, Bardet un coup de moins bien. L'étape du Beaujolais, pareil, ça a bagarré pendant 2 heures. Ce serait presque dans la finale d'étape de montagne. Euh, la victoire que tu as évoquée d'Asgreen à Bourg-en-Bresse, un petit peu de conneries, qui est, sur le papier n'était pas forcément Ouais. une connerie. Je ne sais plus si c'était Bourg-en-Bresse, mais Si, bon, si, peu c'est bon en importe. Bresse. En tout cas, étape plutôt plate, et au final, on a quand même eu un scénario haletant. Et puis même, ce que je disais avec la victoire de Mohoric, l'étape qui arrivait à Pouligny, 40 de moyenne, 2200 mètres de dénivelé positif, 3 heures de baston. Notre visionnaire Nicolas Denis qui annonçait une échappée fleuve avec 18 minutes d'avance, qui allait se faire un peu comme à l'ancienne, sa part d'entrée et puis coucou au revoir. Au final, non, pas du tout. C'était la bagarre. Il y avait 3 mecs devant, derrière ça tournait avec Van Der Poel, Trentin, Alaphilippe et consorts. Ah non, Alaphilippe n'était plus là. Pedersen, les mecs étaient à bloc, impossible de rentrer sur les 3 de devant. Enfin ouais, moi j'ai pris mon pied sur des étapes où je pensais pas forcément qu'il y aurait beaucoup de bagarres. Donc je tenais à souligner le spectacle. Et pour en terminer, et encore une fois je te rejoins, au-delà du virage Thibaut Pinot dans le petit ballon, beaucoup de monde au bord des routes. Ouais, Et mine c'était de top. rien, à regarder c'est quand même sympa. Et puis je me mets à la place des coureurs, ça doit quand même être Oui. particulièrement stimulant. Ouais, non, c'était top. Moi, j'étais d'ailleurs un peu dégoûté de pas faire les routes cette année, mais c'est normal. Il y avait un autre événement important chez moi. Un Mais heureux. un heureux événement, mais en tout cas, ça donne envie d'y aller dès l'an prochain, voir cette ambiance de dingue. Ouais. Et, et voilà, écoute, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire. Je pense qu'on va un peu approfondir après. On va tout de suite passer rapidement sur le C'est pas top étape. on fait pas le Le, pronostic du Tour 2024? qui peut arrêter Vingegaard? On va en parler tout de suite. T'as Bon, raison. on fait rapidement le top étape. Allez, Yes. ça va durer 5 minutes. Et c'est parti, c'est le top étape. Tu vas me donner, donc tu m'en as déjà un peu parlé, allez, les 3 étapes que tu as préférées sur ce tour. Pas besoin de développer beaucoup, on va
On va Ouais. en parler. Bah écoute, je suis aussi curieux de connaître les tiennes. Top 3 étapes. Alors moi, je les mettrais, je vais pas forcément réfléchir à un podium, hein, mais je donne les 3 qui me viennent spontanément à l'esprit. 150 km à faire du derrière Jumbo-Visma, Annemasse Morzine, avec je pense, un suspense à son comble dans l'ascension de Jouplan avec Pogacar qui attaque et Vingegaard qui reste à maximum 5 secondes derrière. Là, je trouve que j'ai regardé quasiment toute l'étape. Ok. Et c'était vraiment intéressant. Deuxième étape que j'ai vraiment apprécié, l'étape, alors je sais jamais où ils arrivent, mais c'était dans le Beaujolais. Moi, je trouvais que c'était une super étape. C'est Izagirre. Belleville en Beaujolais. Belleville en Beaujolais. Izagirre qui gagne, ouais. Izagirre qui gagne, bah pareil. Enfin là, ça a bastonné pendant des heures. À un moment, on se retrouvait Pogacar Vingegaard devant. C'était chouette. Et ouais, effectivement, j'y ai fait allusion tout à l'heure. L'étape dans le Jura aussi, je l'ai particulièrement appréciée parce que bah, en fait, tu regardes le début d'étape et bah, normalement, j'avais Décroche prévu plus, quoi. d'autres choses après. Et puis, en fait, bah, ça s'arrête jamais, l'échappée part jamais. Et bah, au final, j'ai quasiment regardé toute l'étape. Voilà pour mon top 3 des étapes de ce tour. Ok, ben ouais, les 3 que tu as choisis, franchement, je pourrais faire un top 10 sur cette étape, sur ce topic. Ben, je vais essayer d'en prendre 3 autres. Moi, tu en as déjà parlé, mais Vulcania Histoire avec la victoire de Bilbao, où le départ est complètement dingue. Et effectivement, tu te mets devant la télé, tu dis, bon, je vais regarder la première heure, c'est le départ. Et en fait, ça débranche jamais. T'as Godu lâché. Enfin, c'est complètement dingue. C'est haletant à suivre. Tu vois que les gros s'y mêlent. Pogacar est capable d'attaquer. Bon, Vingegaard, pas forcément, mais, mais voilà, les gars n'hésitent pas à y aller. Et ça, c'est complètement dingue à suivre. Je vais revenir quand même un peu plus en amont. Je vais faire aussi celles qui m'ont fait vibrer devant ma télé. Je vais quand même sortir celle de Saint-Sébastien parce que quand la fée il part au kilomètre, j'ai quand même beaucoup vibré. Alors, du coup, effectivement, j'ai vibré uniquement sur la fin. Voilà, j'ai vibré uniquement sur la fin et peut-être un peu moins sur le reste de l'étape. Enfin, beaucoup moins sur le reste de l'étape que sur les étapes qu'on a pu avoir, dans le Jura ou en Auvergne. Mais ouais, la victoire de la Fée, sur le coup, m'a beaucoup fait vibrer. Et je vais sortir aussi celle de la victoire d'Asgreen qui m'a fait vibrer parce que vraiment j'étais à fond sur la fin. J'étais là, mais allez les gars, allez. Donc les moments forts où j'ai extrêmement vibré devant ma télé pour quelqu'un. Et bon, le virage Pinot, c'est un bonus, c'est autre chose. Donc on va pas le mettre dans les top étapes, c'est quelque chose qui est au-dessus, c'est hors concours. Mais effectivement, la dernière étape, Belfort-Markstein, enfin l'avant-dernière étape, Belfort-Markstein, juste pour suivre Pinot qui arrive à être premier dans son virage. Franchement, honnêtement, j'aurais même pas cru qu'il allait réussir à passer premier parce que je l'avais trouvé légèrement en dedans sur les précédentes étapes quand il s'échappait. Enfin, il arrivait à s'échapper, donc ça, aucun problème. Mais par contre, il était rarement dans les top meilleurs des échappés. Et du coup, je me suis dit, cette étape-là va quand même potentiellement peut être un petit peu difficile pour lui. Je le vois bien échapper, mais je le vois pas forcément. Je l'aurais jamais cru passer tout seul, en tout cas, au Markstein. Et ce qu'il fait, c'est magnifique. Donc voilà, c'est là hors concours. Non, mais carrément, enfin, Pinot, on sous-estime un peu, mais c'était pas le jubilé de Thibaut Pinot, quoi. Enfin, il est sorti à la pédale et il est monté aussi Complètement, ouais. vite que le peloton maillot jaune. Donc, il allait se le chercher, son ovation et son dernier baroud d'honneur, j'ai envie de dire, sur une course par étape. Carrément. Eh bien, écoute, on conclut tout de suite cette petite chronique top étape et on va passer à notre premier débat. C'est parti. Ah. Je sais que tu travailles rarement tes débats. Je sais que tu travailles rarement, Pedro, mais celui-ci, apparemment, tu l'as bossé. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc, c'est le débat numéro 1. Qui peut arrêter Vingegaard après cette victoire à plus de 7 minutes sur Pogacar, si je dis pas de bêtises. Ouais, à peu près. J'ai pas le classement sous les yeux. Non, mais 7:30, enfin bon, on va pas pinailler. 7,30, bon voilà. Qui peut arrêter Vingegaard? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de gagner en 2024, 2025, 2026 si Vingegaard affiche le même niveau? J'attends tes explications, que tu nous sortes tes lumières. Alors,
Bah, je t'avoue que tu m'as envoyé un message hier soir pour me poser la question et j'ai du mal à m'endormir. Du coup, ça a été mon sujet d'occupation de réfléchir sur les prochains Tours de France et quelle pourrait être la concurrence de Jonas Vingegaard. Ce que j'en ai retenu, c'est une réponse en deux temps. Oh. La première, c'est mais est-ce que Vingegaard peut progresser? Est-ce que Vingegaard va stagner ou est-ce que Vingegaard peut régresser? Par rapport à cette première question. Vingegaard, il n'est pas très vieux, il est même plutôt relativement jeune, donc je 26 ne ans. le vois pas régresser dans les années à venir. La question, c'est plus, est-ce qu'il peut encore progresser? Par rapport à ça, je pense qu'en termes de dimension physique, déjà, en fait, sur certains efforts au seuil, on l'a vu à Jouplane ou même sur le chrono, aujourd'hui, il est imbattable. Enfin, si on prend ses temps d'ascension, si on prend certaines estimations de watts, même si ça peut rester approximatif, on est quand même sur des niveaux de performance qui sont très, très, très élevés et que même Poggi, même Remco, en tout cas, donc les meilleurs à l'heure actuelle, n'ont jamais atteint ou sur des durées peut-être plus courtes. Donc je me dis qu'il est déjà très, très fort. Est-ce qu'il peut encore progresser là-dessus? Je ne sais pas. J'espère qu'il peut pas progresser parce que c'est déjà inquiétant. Voilà, Alors, c'est ce si que je en vais dire. plus, parce qu'après, voilà, je sais pas si les motos, il faudra changer le calibre pour les suivre dans la montagne, quoi. Et voilà, ça va demander des adaptations. Et puis même pour le public, ça va devenir dangereux si les coureurs montent à plus de 30 à l'heure à l'école. Bon, voilà, ça peut faire des accidents un peu plus graves. Donc, effectivement, il faut peut-être revoir l'organisation du tour. Ça, c'était sur la dimension physique. Pour pas être trop long, le tour, c'est pas que du physique, même si forcément, il faut être fort pour gagner le tour. Il y a une dimension aussi tactique et une dimension mentale. Je l'ai trouvé assez bon en termes tactiques. Alors, quand je parle de tactique, généralement, ça renvoie aussi à l'équipe dans laquelle est le coureur. Et j'ai Ah, trouvé c'est que bon, ok. Jumbo avait été assez gestionnaire en première semaine. Parfois quelques mouvements un peu étranges, mais Ouais. globalement, en fait, il est dans une équipe très forte. Donc, il s'est jamais retrouvé isolé. Jumbo court peut-être pas à la perfection, mais vu qu'ils sont très forts, il y a toujours un mec qui est là pour travailler à son service. Donc, ça pose pas forcément problème. La seule question que je me pose, c'est quand il est tout seul. Ça arrive quand même en fin d'étape, généralement quand Pogacar a attaqué. Je comprends pas toujours ses attitudes, typiquement sur la time. J'ai pas trop compris son attitude. J'ai l'impression qu'il croyait encore qu'il y avait 10 secondes d'écart entre deux et que la Bonif pouvait déterminer le vainqueur du tour. C'était un peu étrange. C'était un peu étrange. Voilà, donc sur cette dimension tactique, je me pose quand même quelques questions. Parfois, j'ai l'impression qu'il. Alors, est-ce qu'il panique ou non, ou est-ce qu'il n'est pas à l'aise, je ne sais pas, mais là-dessus, il est peut-être prenable. Il est peut-être prenable sur une configuration de course qui ne lui est pas Alors, favorable. Et pour est-ce que je terminer. peux, je peux Ouais, développer, vas-y, je vais intervenir? pendant 10 minutes, là, vas-y. Ouais, alors, bon, sur la partie, ta première partie, tu t'es concentré uniquement sur le coureur en tant que tel, ce qui peut progresser ou pas. Bon, moi, ce que- tout de suite, ce à quoi ça me fait penser, c'est que déjà, je trouve qu'il est en progression. Si on va vraiment sortir du débat et des watts incroyables qu'il développe, mais voilà, on va faire un peu les bénis oui-oui. On va juste regarder ce qu'il a fait. Et sur les 3 années où il a fait le tour, clairement, il est en progression parce que sur la première année, c'est lui qui prend 5 minutes sur Pogacar. Il se fait lâcher dans une étape de montagne. Après, il le suit sur l'intégralité des étapes du tour. Ouais. Il est déjà très bon en chrono sur son premier Tour de France, même dans un chrono tout plat de Laval. Le tour suivant, il bat Pogacar, il le lâche 2 fois en montagne. Granon, Avec Otakam. voilà, Otakam et pardon, le premier c'est Granon. Granon, ouais, voilà. Et il est déjà stratosphérique en contre-la-montre parce qu'il laisse gagner Van Aert dans le dernier. Rocamadour. Ouais, Rocamadour. Et cette année, alors d'un point de vue, quand tu regardes uniquement le temps, il est en progression parce qu'il prend encore plus de temps à Pogacar que l'an dernier. Et en chrono, il a été encore un cran plus fort, un cran plus fort qu'en 2022. Donc moi, j'ai l'impression que Vingegaard, il est en progression, quoi. C'est ça qui est ahurissant parce que il est effectivement beaucoup plus fort que la version numéro 1 de Vingegaard qui avait fait deuxième du Tour en 2021. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et son début de saison pro, ce qu'il a fait au Pays Basque et après sur
Paris-Nice sur le Dauphiné, excuse-moi. Il a fait des performances très 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 élevées, hein, encore une fois, sans reprendre les estimations, mais ça donne quand même des ordres de grandeur. Il est sur un niveau en 2023 supérieur à 2022. Je suis tout à fait d'accord. Donc ça, ce point-là, pour moi, ok, sur le point du Voilà. coureur. Donc ça, c'est sur le point coureur. Et j'ajouterais juste, et peut-être que je te coupe la parole, mais je n'ai pas pour longtemps, mentalement, il est quand même très fort, hein, Vingegaard. Parce que avoir un mec comme Pogacar qui revient, qui grignote chaque jour, qui t'attaque n'importe quand, je me moque de lui quand il dit l'avant-dernière étape, là, il court un peu trop sur la défensive. Mais le reste du temps, il a rien lâché, tu vois. Il aura pu douter à Cambasque, il aura pu douter dans certaines étapes, même à Jouplane. Voilà, tu sens quand même que le mec, il est un peu seul au monde, mais ça le dérange pas. Bon, je vais le défendre sur la dernière étape. Quoi? De montagne, tu parles du Sur la marquage. dernière étape de montagne, ouais. Est-ce qu'il attaque pas dans les Vosges uniquement parce qu'il sent que il y a tout ce qui commence à peser sur lui, les soupçons de dopage sur le Tour de France? Non, mais un peu, voilà, un côté un peu, mec, aujourd'hui, tu vas pas encore écraser une étape, tu restes dans les roues, t'as pas besoin de faire plus. Donc, effectivement, une attitude ultra défensive. Et voilà, il va pas du coup attaquer Pogacar. Supposition. Je rentre pas dans le débat. Ok. Voilà, c'est juste pour savoir, je ne sais pas ce qu'il s'est dit en interne, mais est-ce que il a intérêt d'écraser encore cette étape, de peut-être lâcher Pogacar égal dans le dernier col, d'aller gagner tout seul, d'alimenter la polémique qui est déjà vive? Je ne sais pas. Mais voilà, je sais pas ce qui a été discuté en interne. J'essaie juste de te fournir une petite explication. Ouais, on trouvait plein, mais bon, Ouais. je te propose d'avancer, parce que sinon on peut en parler pendant des heures. Après, sur le plan, je rebondis juste sur ce que tu as dit sur l'équipe. Alors moi, autant le Tour 2022, je trouve que c'est un tour où Vingegaard gagne en équipe. Il gagne seul et en équipe. Autant ce tour-là, son équipe, je l'ai trouvé bien moins inspirée, toujours aussi forte, voire écrasante facilité. Surtout en montagne, quand des mecs comme Laporte, comme le champion des Pays-Bas aussi roulent. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça, ça m'a impressionné. À l'étape de Montigny, oui, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. UAE, ils ont au moins la décence de tourner à 3 devant et de se relayer. Bon, les autres, Jumbo, c'est des gars, ils se mettent devant, il n'y a pas de problème, ça roule, un par un, 50 bornes. Voilà. Donc, je l'ai trouvé extrêmement fort, son équipe. Parfois, j'ai pas bien compris ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire un all-in, comme on avait dit dans l'étape de Cauterets-Cambasque, même s'ils sont fait punir pas pour Gachard, mais ils avaient tenté d'écraser le tour à ce moment-là. Et ensuite, je pense qu'effectivement, mentalement, il est très fort. Ça, j'abonde dans ton sens, parce que au-delà d'un Pogacar qui lâche rien, t'as quand même un mec dans leur équipe qui est Van Aert, qui est quand même des fois complètement électron libre. Et des fois, je pense que ça doit un peu l'énerver qu'ils se mettent pas au service et qui viennent d'abord l'aider à plier le tour, mais qui fasse son tour à lui et qui mette le maillot de Jumbo quand ça l'arrange. Donc ensuite, quand on a passé tous ces points équipe et perso, qu'est-ce qui reste pour que Vingegaard ne gagne pas en 2024? J'attends la suite. Alors, les menaces potentielles, j'en ai identifié 3. La pluie. Le Covid, la contre-ventilopage. Non, plus sérieusement, le premier, c'est son concurrent de cette année, Pogacar, qui est un mec surdoué. Les questions que je me pose par rapport à Pogacar, moi, je pense qu'il a vraiment encore une marge de progression sur des efforts longs en haute montagne. Typiquement, un truc tout bête, mais Pogacar, il a un poids lourd. Quand je dis un poids lourd, c'est 1 ou 2 kilos, mais par rapport à un coureur qui prétend la victoire finale sur un grand tour et qui veut monter le plus vite possible l'école. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas antinomique avec son envie de gagner un petit peu partout? Et moi, en tant que spectateur sur du vélo, je me régale à avoir un mec présent dès le début de l'année à concurrencer des Van Der Poel et consorts sur des classiques. Mais peut-être que là, s'il veut vraiment, encore une fois, dans une logique d'optimisation, être le meilleur possible, c'est accepter de bosser de l'enchaînement d'efforts longs en haute montagne et peut-être de perdre encore de sa futée d'un ou deux kilos.
Pour moi, il y a un axe de progression là-dessus, mais ça va aussi dépendre de ses envies. Parce que si le coureur, ça l'emmerde, pardon pour le gros mot, d'axer en gros sa saison sur une course de 3 semaines, je suis pas sûr que le résultat soit au rendez-vous, quoi. Donc il y a peut-être aussi une maturation à avoir de ce côté-là pour Pogacar. Ça, c'est la première interrogation, et la deuxième et dernière. En termes tactiques, en termes de tactique et de perfectionnement. Alors UAE, je les apprécie de plus en plus, sans que forcément ça soit mon équipe préférée, mais je trouve que parfois stratégiquement ils en font peut-être un peu trop. Ils font spectacle, hein, c'est super, mais peut-être que parfois, enfin à la fois l'équipe et à la fois Pogacar, ils dépensent un peu trop d'énergie pour un gain qui m'apparaît relativement faible. Et toujours sur UAE, alors peut-être que je pinaille et je me voile la face, mais en comparaison avec Jumbo, des choses toutes bêtes, sur le chrono, il a 2 vélos sur la galerie derrière. Il n'a pas 10 vélos, 8 vélos qui font un espèce de mur pour avoir un léger gain aérodynamique. Pogacar, et je dis pas ça parce que je suis chauve, il a les cheveux qui dépassent du casque. C'est des trucs bons, mais ce genre de choses, ça peut permettre d'aller grappiller quelques gains, quelques économies de watts qui peuvent faire la différence. Elles ne l'auraient pas fait cette année. Pedro. Mais ce que je veux souligner, et je finis juste, c'est que peut-être je suis pas en train de dire qu'ils sont pas professionnels, les yeux, je suis personne pour me permettre de dire ça, mais j'ai quand même l'impression que comparé à une équipe comme Jumbo, il y a peut-être encore un step à passer. J'en ai terminé. Ok, alors je vais juste je vais me permettre de te rappeler les temps au classement général. Il est à plus de 7,30 quand même. Donc j'entends les gains marginaux que tu évoques, mais bon, en tout cas, voilà, ce que je retiens, c'est Pogacar devrait axer sa saison sur le Tour. Moi, honnêtement, je me demande dans quel état Pogacar va être post-tour. Un peu comme l'image qu'on a vue là où il est un peu dépité, assis derrière Vingegaard. Je sais pas, c'est une image qui a fait le tour des réseaux, un peu en clair-obscur. Non, parce que ce que je me à la place d'un Pogacar, à un moment, il va peut-être se dire bon, je suis l'un des meilleurs coureurs mondiaux. Je vais peut-être pas passer les 2-3 années qui suivent à aller faire deuxième du Tour de France sans gagner d'autres grands tours. Donc, je me demande, je ne sais pas, est-ce que Pogacar, à un moment, il va pas jouer la technique de. C'est horrible de dire ça, mais est-ce qu'il va pas jouer la tactique, la technique de l'évitement et de pas aller, de se dire bon, voilà, je suis quand même l'un des top coureurs mondiaux. Bon, sur des courses d'un jour, voilà, il faut aller la disputer, mais il va peut-être vouloir aller gagner une Vuelta, gagner un Giro, ou quitte à faire le Tour de France, mais en ayant un autre objectif dans la saison. Et je sais pas, j'ouvre une porte. Je me demande juste comment lui, un grand champion, va accepter de continuer à faire deuxième sur le Tour de France. Et est-ce qu'il va avoir une stratégie qui va être de plutôt uniquement se refocaliser uniquement sur cet objectif et d'en diminuer les autres, quitte à faire encore deuxième alors qu'il s'est concentré sur cet objectif, donc ce que tu évoques, ou alors il va encore multiplier les objectifs, quitte à diminuer son niveau sur le Tour de France. J'entends, j'ai pas la réponse et on n'est pas dans sa tête, mais c'est clair il y a peut-être une bifurcation à prendre pour les années à venir. Ouais, typiquement, il peut faire un doublé Giro Tour ou Vuelta, peut-être qu'il apprécie plus la Vuelta, mais du coup, il fera un Tour de France. Je sais pas après exactement ce que UAE également, ce qu'ils vont lui imposer, parce que j'imagine que sa décision ne va pas être prise seule. Mais quand tu prends 7,30 quand même, bon, il va peut-être se dire qu'il n'avait pas assez de foncier suite à sa chute à Liège. Il va peut-être se trouver des raisons, mais tout de même, je pense que ça va pas mal cogiter chez Pogacar et UAE sur comment, sur voilà, son planning des prochaines saisons. Ouais, alors juste peut-être pour conclure sur Pogacar, je serais moins, comment dire, attaché à l'écart final sur ce classement général du Tour 2023, dans le sens où, comme tu l'as souligné, il a eu une préparation un peu tronquée, même si j'étais le premier à dire que bon, il n'a pas non plus tout perdu avec son problème au scaphoïde, d'une part, et d'autre part,
peut-être en lâchant un peu moins d'énergie en première semaine et peut-être en ayant un entraînement un peu plus spécifique sur des efforts longs, parce que sur des efforts d'explosivité, il est largement au-dessus, il y a pas de problème. Je pense que l'écart est assez faible entre les deux, donc je suis pas sûr, et moi, à regard extérieur, je suis pas sûr qu'il y ait un très gros écart entre les deux, et donc je trouverais ça dommage. Ça, c'est encore une fois une opinion personnelle qui se démarque du Tour de France parce que il se dit qu'il peut C'est pas le sûr. faire. Voilà, dans ce sens-là. C'est sûr. Mais ouais, en tout cas, je suis curieux de savoir comment il va. Est-ce qu'il va essayer de persévérer l'année prochaine en se préparant peut-être un peu plus spécifiquement pour le Tour, ou est-ce qu'il va avoir un plan de secours pour quand même aller gagner un grand Tour dans l'année, quoi. Quitte à doubler avec la Vuelta, qui est quand même très dur de doubler avec la Vuelta, peut-être doubler avec le Giro. Ouais. Voilà. Et après, sur les menaces, les autres menaces, donc toi, tu identifies que Alors, Pogacar. Est-ce qu'il y a d'autres deuxième, coureurs? deuxième des trois menaces, pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Deuxième des trois menaces, Remco Evenepoel. Ok. Je ne présente plus le garçon et son potentiel. Les interrogations que je me pose, c'est que sur des performances, sur des efforts longs, pareil, si on reprend les estimations en termes de watts par kilo, bah, il n'a pas encore atteint ce que peut faire Pogacar et Vingegaard sur le Tour de France, mais il n'en est pas très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que sur chrono, par contre, il a un coefficient de pénétration dans l'air qui est exceptionnel. Enfin bref, je pense qu'en chrono, il peut au moins faire jeu égal ou rebattre sur un parcours plat, je parle. Sur un parcours plat, ouais. Vingegaard. Les questions que je me pose, au nombre de deux, c'est la gestion de la fatigue et de la résistance. J'ai encore un doute, un questionnement de Remco, à la fois sur une étape très dure, genre avec plus de 4500 mètres de dénivelé positif. Est-ce qu'il est capable d'encaisser ces étapes? Je pense que oui, parce qu'il s'entraîne de plus en plus pour ça. Et ma deuxième interrogation, c'est quand même sur 3 semaines. Alors même s'il a gagné la Vuelta, j'ai quand même l'impression qu'il a parfois des temps faibles qui sont peut-être plus prononcés que ceux de Vingegaard. Après, tu me diras, est-ce qu'il a vraiment eu des jours sans depuis 2 ans? Je ne sais pas. Et pour moi, c'est le premier point d'interrogation. Et pour terminer, deuxième point d'interrogation, c'est d'un point de vue tactique. Alors c'est à la fois le coureur et à la fois l'équipe. Remco, il est encore plus bourrin que Poggi. Le problème, c'est que quand tu as des adversaires qui sont de ton niveau, voire plus forts, c'est d'autant plus risqué. Typiquement, attaquer à 80 km de l'arrivée, vouloir s'isoler. S'il y a Vingegaard sur le porte-bagages, bon. Ça va être un Sepkus version améliorée pour Vingegaard, non? Voilà, c'est un peu ça. Et ce pourquoi j'ai aussi cette interrogation-là, et cette fois-ci, ça renvoie à son équipe, c'est qu'à l'heure actuelle, son équipe n'est pas assez forte pour tenir la course, comme peut le faire Jumbo ou comme pourrait le faire UAE, et je suis d'ailleurs pas étonné qu'il y ait des rumeurs qu'il envoie dans des équipes peut-être davantage structurées. Ineos. Je pense particulièrement à Ineos. Voilà pour Remco. Ça te semble cohérent? Ouais, je partage. Après, peut-être la seule chose à mettre au profit de Remco, c'est que il a peut-être encore une marge de progression. Honnêtement, il est en progression. Oui. Parce que l'an dernier, quand il gagne la Vuelta, moi, honnêtement, j'avais des doutes sur sa capacité à gagner un grand tour. Et quand je l'ai vu gagner la Vuelta, il m'a quand même impressionné. Oui. Et il est extrêmement jeune. Donc, s'il continue à progresser, il peut quand même, il peut développer son niveau. Après, je t'avoue que même sur un contre-la-montre plat, je sais même pas s'il est. Je pense que ça va être serré avec Jonas Vingegaard, mais Ah, quand même. Enfin oui, ça ah, serait il peut le battre. Enfin, Remco, ouais, il peut le battre, mais des canards, des coups sur des trucs tout plats. non, je suis d'accord. Mais donc, C'est quand même on parlerait ahurissant. d'un. En tout cas, on se retrouverait un petit peu sur les années Armstrong à commencer à créer des parcours du Tour qui vont désavantager Jonas Vingegaard, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'ils peuvent pas vraiment de parcours qui peuvent vraiment le désavantager. Mais non, mais avantager plutôt Remco, c'est-à-dire à faire deux chronos plats dans le Tour, histoire qu'il puisse potentiellement lui reprendre du temps ou faire jeu égal et ensuite en montagne espérer
qu'il le tienne. Sachant que je suis assez d'accord avec toi, là où Remco, à mon avis, est moins fort que Pogačar en montagne, c'est qu'il n'a pas l'explosivité de Pogačar. Et franchement, s'il se met juste devant à pédaler comme une brute, il fera jamais sauter Vingegaard. Enfin, je n'imagine pas faire sauter Vingegaard, en tout cas pas le Vingegaard du Tour 2023. Et Pogačar, au moins, a ce jump qui parfois lui permet de prendre quelques mètres. Il n'y a plus l'aspi pour Vingegaard, même s'il est plus faible en montagne, mais il n'y a plus ce côté. Ils sont plus dans les roues. En tout cas, ça, il l'a pas, et du coup, je le vois pas aller faire sauter. Je ne vois pas aller faire sauter Vingegaard à la pédale. Clairement, je le vois pas du tout. Donc Remco, oui, menace potentielle, et je pense qu'on aura déjà une menace potentielle, oui, mais avec quand même beaucoup de points d'interrogation. On aura une première réponse potentiellement sur sa Vuelta, parce que je ne sais pas si tu as vu que Vingegaard compte s'aligner. Donc, tu l'as vu ça? Non. Mais bon, faut rester prudent. Mais non, je savais pas. En tout cas, c'est ce qu'il aurait déclaré, souhaiter s'aligner. J'ai l'impression que Jumbo veut rafler les trois grands tours cette année. Donc avec Roglic, Vingegaard et le troisième, on verra avec qui. Mais s'il s'aligne, il y aurait une start list assez dingue sur cette Vuelta. Bah oui. Voilà. Et Il manquerait que Pogačar dans les top coureurs, entre guillemets. ouais, il manquerait que Pogačar. Et est-ce que tu identifies une autre menace? Bah oui, la troisième et dernière menace. À ton Allons-y. avis. Là, honnêtement, je sèche. Quelqu'un qui peut le menacer dans les coureurs actuels? Bonne réponse. La troisième menace, c'est la menace fantôme. C'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas encore en tête d'affiche. Non, mais tu rigoles, mais Ouais. j'ai quand même fait la réflexion. Ulrich, à l'époque, il allait gagner 5 tours. Contador, il allait en gagner 5. Bien sûr. C'est peut-être la préhistoire, ce que je raconte, mais plus récemment, Bernal, un mec qui a fini 36e du général sur le tour cette année. Enfin, où je dis 36e, mais au-delà de la 30e place. Il a gagné le tour en 2019. On a dit qu'il allait le gagner plusieurs fois. Il a fait 36e, alors pour des raisons qu'on connaît, mais aujourd'hui il est moins fort. Pogačar, on a dit à partir de 2020 qu'il avait aussi gagné plein de fois le Tour de France. Alors certes, il a gagné une fois, ce qui est déjà exceptionnel. Et puis arrivé Vingegaard. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même un renouvellement qui est quand même relativement rapide et qui me fait dire que peut-être que la menace et la personne qui pourra être Vingegaard, on ne la connaît pas encore aujourd'hui. En tout cas, on ne l'a pas encore identifiée. Après, parce que je sais que toi, tu veux des choses concrètes. Si je devais sortir un nom aujourd'hui, un troisième nom, qui pour moi a un énorme potentiel et peut-être qu'on sous-estime encore aujourd'hui, il est espagnol et il s'appelle Ayuso. Voilà. Sur ce qu'il a fait sur ses 12 premiers mois en tant que professionnel, il montre vraiment des choses très intéressantes, bien au-delà de ce qu'a pu faire Houjbrook ou Romain Grégoire ou d'autres qui sont encore plus jeunes, qui pour l'instant ne sont pas au niveau des performances qu'il a réalisées, que ce soit sur la Volta ou sur le Tour de Suisse plus récemment. Et encore une fois, on aura une partie de la réponse sur ce Tour d'Espagne, puisqu'il y aura Ayuso. Et je sais bien, c'est pour ça que je disais qu'il y aurait un gros plateau, parce qu'entre Ayuso, Roglic, Vingegaard et Remco, on a à peu près tout le monde là par rapport aux prétendants que je viens d'évoquer. Ok, écoute, je te propose qu'on passe au dernier débat. Je pense qu'on a fait le tour. On a esquissé quelques réponses, mais même si c'est difficile de voir actuellement qui pourra le détrôner. Peut-être la menace fantôme, comme tu l'as évoqué. Alors, je te propose de passer au dernier débat, les révélations du tour. Voilà, Pedro, le dernier débat, le débat numéro 2, mais qui est également ce dernier débat de cette émission. Quelles sont pour toi les révélations du tour à tous les niveaux, hein, le classement général, par étape, sprint, baroudeur, porteur d'eau, dis-nous tout. Alors, je vais tâcher l'essentiel parce qu'il me reste plus que 10 minutes. Ouais. En révélation, alors, je ne sais pas ce que tu entends par révélation, mais pour moi, une révélation sur le Tour de France, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose sur le Tour qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Alors, ça peut être quelqu'un qui était sur le Tour pour la première fois, hein, mais par exemple, Félix Gall, pour moi, est une révélation. Sur son début d'année, non, ce n'est pas une révélation vu ce qu'il a montré sur le Tour de Suisse, mais sur le Tour de France,
c'est une confirmation de son Tour de Suisse et c'est aussi une révélation sur une Ok, je suis d'accord avec toi. course de 3 semaines. Voilà, spontanément, je t'avoue que par contre, j'ai pas passé toute la nuit à y réfléchir, contrairement à la question précédente. Félix Gall, pareil, hein, le deuxième qui vient à l'esprit, mais je l'avais déjà évoqué, c'est Carlos Rodriguez, qui encore une fois n'est pas une révélation par rapport à ce qu'il a montré sur la Vuelta l'an dernier, son titre de champion d'Espagne, etc. Mais sur le Tour, il a montré qu'il avait le moteur pour jouer le podium. Après, je pense qu'il a quand même pas eu de chance, même si bon, c'est pas la première fois qu'il chute, mais sa place C'est plutôt quatrième que cinquième, voire troisième. Donc ça, c'est plutôt pour les mecs qui jouent le général. Moi, j'ai bien aimé, même si je m'attendais peut-être à un poil mieux, Uno X. Alors certes, c'était du coup, une révélation dans le sens où c'est la première fois qu'ils sont sur le tour. On a Johan Essen, je trouve qu'il marche pas mal. Alors, je sais pas combien il fait au général, il doit être loin quand même, mais bon, sur des étapes accidentées de montagne, on l'a vu. Et puis moi, j'ai quand même été impressionné, même si j'ai pas forcément compris pourquoi il roulait. L'étape de Poligny, où c'est Pogacar qui gagne. Rappelle-toi, on a un groupe à un moment qui arrive enfin à se détacher. On a du Van Der Poel, du Polit, après Polit a un problème de chaîne, mais on a vraiment du costaud. Et là, on a Uno X et Israël qui se mettent à rouler et qui arrivent à rentrer sur un groupe qui avait pris une minute alors qu'il y avait que des machines devant. Donc j'ai trouvé que collectivement, à la fois ils avaient été acteurs et d'une certaine façon, ils avaient un peu pesé sur la course, même si effectivement il n'y a pas de victoire marquante au bout. Et pour faire le tour des révélations, moi, il y a un mec que j'ai bien aimé. Pareil, je l'avais découvert sur le Tour de Suisse, pour être honnête, c'est Berthet, qui n'a pas le Clément Berthet du désert, qui n'a pas un parcours classique dans les rangs juniors sur route, voire équipe de France, qui vient du VTT. Et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà. Et le dernier du dernier, il y a de la révélation. C'est Phil Boss. Alors peut-être que je dis une connerie, tu étais déjà sur le tour, mais peu importe, en tout cas, je ne l'avais pas vu à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on en avait discuté sur une des premières émissions où je disais à confirmer. Et je crois qu'il confirme le lendemain ou le surlendemain en faisant un nouveau podium. Donc affaire à suivre. On avait eu, comment il s'appelle le Milan, le sprinter sur le Giro là, qui nous avait épaté. Ben voilà, on a un nouveau sprinter chez Bahreïn qui s'est découvert. Raconte-moi tout. Il va falloir que je trouve d'autres révélations parce que tu partages les révélations. Globalement, oui. Globalement, oui. Je suis d'accord avec effectivement les principales sur le classement général. Ça va être les deux jeunes que sont Rodriguez et Félix Gall, qui font 2 et 3 du classement jeune, donc derrière Pogacar. Donc effectivement, c'est des coureurs qui vont être très intéressants à suivre par la suite. Sachant que Félix Gall, je t'avais envoyé un petit message, il avait quand même perdu 5 minutes sur l'étape numéro 2 dans le Pays Basque. Donc si tu lui retires ces 5 minutes, bon, c'est du vélo fiction, il n'aurait pas fait autant d'échappées parce qu'il aurait été plus contrôlé. Mais tout de même, il aurait eu, je pense qu'il aurait été plus dans un top 5 à la bataille avec les deux Yates et Rodriguez. Même si, quand on regarde un peu le détail des étapes, Félix Gall en fait fait une excellente 3e semaine au niveau d'un Vingegaard et d'un Pogacar sur la dernière étape de Vosgiennes. Et avant l'étape d'avant, il la gagne à Courchevel. Mais sur les deuxièmes semaines ou même sur le Puy-de-Dôme, il est quand même un peu en deçà, légèrement, en deçà des autres que sont Rodriguez et Yates. Mais en tout cas, voilà, il a fait une très bonne 3e semaine et on sait que c'est important sur les tours d'avoir cette capacité de récupération. Donc ça sera clairement quelqu'un à suivre par la suite avec Carlos Rodriguez. Après, lequel des deux, si on développe un peu plus loin, lequel des deux fera le meilleur résultat sur des grands tours, ça peut dépendre des profils parce que Félix Gall. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je pense que Félix Gall m'a énormément impressionné en tant que grimpeur. Il faut qu'il confirme un peu sur le chrono par rapport à ce qu'on connaît de lui actuellement, parce que je pense que c'est encore un coureur qui est en pleine progression. Et on a quand même eu la chance, cette année, il fait 8e d'un tour, sur un tour à quasi sans chrono, enfin un chrono de 22 km avec une bosse. Je serais curieux de voir ce qu'il fait sur un tour où on met 40 km de plat, quoi.
On sait qu'il avait fait 93e, je crois. Enfin, il s'était complètement éteint sur le Tour de Suisse. Je ne sais pas s'il y avait une raison à ça. Sur le Tour de Suisse, pourquoi il dégringole du podium pour faire 93e du chrono. Je ne sais pas s'il y avait une raison sous-jacente, mais sinon, ça veut quand même dire qu'il a des lacunes dans ce niveau-là. Et sur les grands tours, si tu n'es pas bon dans le chrono, honnêtement, c'est quand même très délicat de jouer la gagne. Tu peux être dans les places un peu derrière, ou alors il faut que le grand tour, il faut qu'il y ait des années particulières, quoi. Ouais, je me permets quand même de rebondir, et ça renvoie aussi à une discussion qu'on avait sur Evenepoel versus Vingegaard. Même si c'est dans l'air du temps au Tour de France, qui est peu de chrono, on a particulièrement eu cette année un kilométrage réduit, et surtout sur un format atypique, avec grosso modo un parcours pour grimpeurs, enfin quasiment, avec 2 bosses quand même bien dures. Donc ce que je veux dire, c'est que la normalité, c'est plutôt des chronos plus longs et plus plats. Et moi, Gal, pareil, je sais pas si, enfin, si j'ai un élément de réponse. Je n'explique pas sa contre-performance au Tour de Suisse sur le chrono. 91e du chrono. Hormis qu'il soit pas très bon, mais alors pourquoi, je ne sais pas. Il me semble qu'à l'époque, j'avais regardé sur PCS pour comprendre si c'était un accident ou pas. Et effectivement, il avait toujours des résultats mauvais. Et j'ose dire le mot, surtout par rapport à l'excellence qu'il peut avoir en montagne, des chronos mauvais sur les autres participations sur des tours d'une semaine. Bah, il prend 3,26 pour te dire sur le Tour de Suisse sur 20 bornes. Et il prend 1,21 sur le chrono de Tirreno Adriatico sur 11 bornes. C'est énorme. Ouais. Ah ouais, j'avais vu sur PCS. Donc pour moi, ça c'est quand même un. Donc voilà. Donc je pense que ça va être un coureur un peu atypique, enfin pas atypique, mais qui sera extrêmement bon en montagne, qui pourra faire d'excellentes choses, mais peut-être un peu limité pour la gagne. Là où Rodriguez, bon, il est quand même meilleur en chrono, champion d'Espagne du chrono, donc affaire à suivre. Après, je partage tes révélations. Johan Essen, 3 fois en échappé, à chaque fois, je crois qu'il fait 5, 6 et 3 sur ces différents classements. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, il s'est montré beaucoup à l'avant, donc intéressant. Phil Boss, oui. Je pense que il y a quand même deux autres révélations que j'ai envie de t'ajouter. Moi, honnêtement, Jordi Meus, je le voyais pas gagner hier. De la Bora, je te l'aurais mis placé, hein, un peu comme un 16 ball ou Cocard, mais de là à dire qu'il va battre les 3 gros que sont Grono, Philipsen et Pedersen, et ben, je n'aurais pas du tout cru. D'ailleurs, très belle image, hein, quand même, cette belle photo à 4 là sur la ligne. Donc, moi, Jordi Meus, impressionnant sur cette dernière étape des champs. Donc, j'ai envie de continuer à le suivre pour voir ce qu'il va donner. Et un autre coureur qui m'a impressionné, c'est Burgodo quand même. Burgodo qui va faire, si je dis pas de bêtises, il fait 2 podiums. Il est impressionnant. Ouais, il fait 2 et 3, ouais. Il fait 2 et 3, il fait 2 podiums sur des étapes, mais c'est des à la étapes jambe, de dingue. Ouais. À la jambe. Sur Saint-Gervais-Mont-Blanc, il fait 3, et il fait 2e à Belleville-en-Beaujolais. Enfin, c'est des étapes de dingue. Il fait 9e de l'étape du Puy-de-Dôme aussi sur un échappé. Mais en tout cas, sur des étapes extrêmement dures, celle de Belleville-en-Beaujolais où il fait extrêmement rapide à la jambe, où il va lâcher des mecs extrêmement forts comme des Pinot, des Martin qui finissent derrière, Benoît, Johan Essen. Moi, ça m'a impressionné, honnêtement, Burgodo, je ne l'imaginais pas à ce niveau-là, donc je le mettrai dans les révélations de l'année. Je partage totalement, et honnêtement, j'aurais peut-être dû commencer par lui, après en dehors du classement général, parce qu'effectivement, il a été très fort. T'as raison. Voilà, donc j'ai pas de révélations supplémentaires à ajouter. Vas-y, dis-moi. Et moi, j'en ai 4 autres, et ça va aller très vite. Pour moi, il y a 4 autres révélations. Il y a Thibaut Pinot, Peter Sagan, Galopin et Cavendish. Voilà. Bonne retraite à eux. Ah, ok. Ok, bah écoute, je te propose de conclure l'émission sur ce petit trait d'humour, jeu de trait d'esprit. Petit hommage à ces personnes qui ont marqué le Tour, dont Peter Sagan, dont on pouvait peut-être ignorer la présence sur ce Tour 2023. Ok, écoute, je te propose de conclure là-dessus. Et est-ce qu'on retrouvera tes avis aiguisés sur la Vuelta? Je sais pas, il faut que je parle avec mon agent pour savoir si c'est possible. Et puis tu sais bien que j'ai beaucoup de travail, donc
ça reste à organiser. Mais je l'espère. Ok. Bon, bah écoute, en attendant, j'espère que pour toi, ça va rouler. Hein. Je l'espère aussi. Et à bientôt, Pedro. Ciao. Ciao, ciao.